Imaginons une entreprise de logistique de taille moyenne, aujourd'hui en 2026. Ouais, un cas super classique en fait. Exactement. Elle a un besoin urgent, il faut créer une application métier sur mesure pour gérer ses flux en temps réel. Et il y a à peine 5 ans, ça voulait dire lancer un chantier titanesque, pas vrai, Émilie? Bah oui, clairement. Ça signifiait débloquer un budget de 200 000 euros minimum, il fallait recruter une armada de développeurs externes. Sans compter les 6 mois de réunions interminables, pour un résultat souvent décevant au final. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la donne a totalement changé. Un seul employé armé d'une idée claire peut littéralement vibrer cette application en un week-end. Et le plus fou, c'est que dès le lundi matin, l'application ne se contente pas de fonctionner, elle est dotée d'un cerveau conversationnel. Ouais, elle est capable d'analyser les données à la voix. C'est un basculement complet de la réalité technique. C'est pour ça que notre plongée approfondie d'aujourd'hui se concentre sur une documentation technique fascinante. Absolument. On se base sur les documents issus des services de développement de Jérôme Yavaron, l'édition 2026. La mission de notre analyse, c'est vraiment de comprendre comment cette vitesse hallucinante est rendue possible en fait. Comment on passe d'une simple idée à un outil ultra sécurisé dopé à l'IA générative. Et ça, sans embaucher le moindre ingénieur supplémentaire. Ok, décortiquons ça. Allons-y. Parce que le développement logiciel a muté. C'est plus du tout un exercice d'écriture syntaxique laborieuse. C'est devenu un exercice de direction artistique et stratégique, on pourrait dire. Tout à fait. Et au cœur de cette mutation, on trouve un concept qui redéfinit vraiment tout. Le fameux vibe coding. Le vibe coding, ouais. Et il faut bien disséquer ce terme parce qu'il est très souvent mal compris. C'est clair. D'ailleurs, la documentation de Jérôme Yavaron pose d'abord une condition sine qua non. Le cadrage stratégique IA. On se lance pas dans le vibe coding à l'aveugle, quoi. Exactement. Le point de départ, c'est toujours un besoin métier chirurgical. Mais la rupture, elle se situe dans la traduction de ce besoin. Autrefois, le développeur, c'était un maçon. Il posait chaque brique de code, point-virgule par point-virgule. Voilà. Alors qu'avec le vibe coding, le créateur devient plutôt un rédacteur en chef ou un réalisateur, tu vois. L'IA générative écrit le code à une vitesse fulgurante, et l'humain guide l'intention, il corrige le tir ou demande d'ajuster une interface. C'est vraiment de l'itération en temps réel. L'objectif de cette phase, c'est pas de produire le logiciel définitif, c'est d'arriver instantanément à une preuve de concept, un POC. Le terme de vibe me fait un peu penser à une session d'improvisation musicale en fait. Ah ouais, l'analogie est bonne. Une vraie jam session où tu donnes le tempo, le style et l'IA génère la partition au vol. Exactement l'idée. Mais franchement, il y a un angle mort énorme ici. Si on laisse une IA cracher des milliers de lignes de code à la seconde, simplement parce qu'on lui a donné une vibe un peu approximative, Tu penses à la qualité du code, c'est ça? ouais. Est-ce qu'on se retrouve pas avec un code fondamentalement brouillon? C'est la recette parfaite pour générer ce qu'on appelle du code spaghetti, un château de cartes qui s'effondrera à la première mise à jour. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette instabilité initiale est non seulement assumée, mais elle est stratégiquement utilisée. Attends, vraiment? On assume de faire du code brouillon? Totalement. Le POC généré par Vibe Coding n'est absolument pas destiné à la production. C'est un prototype jetable. Ah d'accord, je vois. Son unique fonction, c'est de valider une hypothèse commerciale et ergonomique de manière économique. Imaginons que l'entreprise teste une nouvelle interface de prise de commande. Au lieu de payer une équipe pendant un mois pour s'entendre dire que le bouton n'est pas au bon endroit, Voilà, on génère l'interface en 2 heures, on la met dans les mains des employés, et si ça fonctionne pas, on jette le code. Le coût de l'échec est proche de zéro. donc la documentation insiste sur ce point. Ça permet aux entreprises sans département de recherche et développement d'expérimenter massivement. Exactement. C'est un réducteur de risques financiers avant même d'être un outil technique. Donc on utilise le côté un peu sale mais rapide de l'IA pour défricher le terrain. C'est une maquette interactive haute fidélité en gros. C'est ça. Mais une fois que la direction valide le POC et dit que c'est exactement ça qu'il leur faut, on change de braquette. Ouais, parce qu'on peut pas déployer cette maquette bricolée à toute l'entreprise. Absolument pas. C'est là qu'intervient la transition vers le produit minimum viable, le fameux MVP. D'après les documents, c'est à ce moment précis qu'on jette le code du prototype. On le jette carrément? Pour reconstruire l'application sur des bases extrêmement strictes. La source détaille une architecture précise d'ailleurs, Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind et Shad CN UI. Ouais, la phase d'amusement est terminée. On passe à l'ingénierie industrielle pure et dure. Et le choix de ces outils n'a rien d'aléatoire. Il faut regarder le profil de ces entreprises pour comprendre cette stack technique de 2026, j'imagine.
Tout à fait. Elles n'ont pas d'administrateur système de garde la nuit pour relancer des serveurs. Elles ont besoin d'une fiabilité absolue. Prenons TypeScript par exemple. Contrairement au JavaScript classique qui est super permissif, TypeScript impose un typage strict. C'est un excellent exemple. Si l'IA, pendant le développement du MVP, tente de faire passer le nom d'un client pour une valeur numérique, le système refuse carrément de compiler. L'erreur est bloquée avant même d'exister dans l'application en fait. C'est une discipline de faire imposée au code. Ça garantit qu'il n'y aura pas de comportements imprévisibles une fois l'outil entre les mains des employés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait légitimement se poser la question. Pourquoi imposer cette architecture spécifique Next.js 14 et Tailwind? C'est vrai que certains pourraient voir ça comme des choix un peu trop branchés. Bah oui. Il y a une certaine perception dans l'industrie que ce sont des technologies de mode. Pourquoi ne pas utiliser des architectures plus classiques, éprouvées depuis 20 ans et universellement maîtrisées? Plutôt que de courir après les standards de 2025 ou 2026, c'est ça ton point? Exactement. Ça semble risqué pour une PME. Si on relie ça à la situation globale de l'industrie technologique actuelle, la réponse tient en un mot, l'autonomie. L'autonomie de l'entreprise vis-à-vis de la technique? C'est ça. Les technologies anciennes nécessitent de la maintenance, des mises à jour complexes, des serveurs dédiés. Next.js 14 avec ses serveurs components résout un problème physique fondamental, le temps de chargement. Au lieu d'envoyer tout le code sur le téléphone de l'employé et de forcer son pauvre processeur à construire l'interface, Le serveur calcule tout en amont, oui, et il n'envoie que le résultat final instantanément. La documentation parle de temps de chargement inférieur à la seconde. moins d'1 seconde. C'est bluffant. Et concernant Tailwind et Shadsen UI pour le design, c'est pas qu'une question de destinétique non plus. Non, pas du tout. C'est un langage visuel standardisé. En utilisant ces bibliothèques, on s'assure que l'IA générative sait exactement comment construire un bouton ou un tableau de bord. Sans halluciner des règles de style farfelu en plein milieu de l'écran. Voilà, c'est cette combinaison qui permet de livrer un MVP professionnel rapide et qui nécessitera pas l'intervention constante d'un technicien. Pour réparer des bugs d'affichage sans arrêt. D'accord, l'architecture a beaucoup de sens. On a donc une application qui charge instantanément, visuellement cohérente et dont le code est cadenassé par TypeScript. C'est une excellente coquille vide en fin de compte, mais une application ultra rapide qui ne fait qu'afficher des menus déroulants obsolètes, ça n'apporte pas de valeur ajoutée en 2026. Et c'est là qu'on passe à l'étape supérieure. Exactement. C'est ici que la documentation bascule sur ce qui transforme véritablement l'outil, l'intégration du cerveau, l'IA conversationnelle. On abandonne totalement le paradigme du clic pour passer au dialogue continu. La source mentionne spécifiquement Google Gemini 2.5 Flash et l'API Gemini Live d'ailleurs. Et c'est le changement de paradigme le plus violent de cette décennie. On ne conçoit plus des interfaces où l'utilisateur doit apprendre le fonctionnement du logiciel. C'est le logiciel qui s'adapte à l'utilisateur désormais. Totalement. En intégrant Gemini 2.5 Flash, l'outil métier acquiert la capacité de comprendre des requêtes complexes en langage naturel. Et avec Gemini Live, on franchit carrément la barrière du texte. Prenons le cas concret mentionné dans les sources. Un technicien de maintenance au sommet d'une éolienne, avec les mains occupées. Il ne peut pas sortir une tablette pour chercher une référence de pièce, c'est impossible. Avec cette intégration, il parle juste à son oreillette. Il dit un truc comme « Donne-moi l'historique de remplacement de la valve de pression sur ce modèle ». Et l'application qui est connectée à la base de données via l'IA lui répond de vive voix instantanément avec le bon contexte. L'image du technicien est hyper frappante. On efface totalement la friction entre l'humain et la donnée. C'est la promesse absolue de ces nouveaux outils métiers. Mais bon, en lisant ça, mon premier réflexe a été de regarder la viabilité économique du truc. Intégrer une IA multimodale qui gère de l'audio en temps réel, qui doit analyser l'historique d'un client et lire la doc technique à chaque interaction. C'est vrai que ça fait beaucoup de calculs. Bah oui, le modèle économique des LLM est basé sur les tokens, le volume de texte ou d'audio traité. Si chaque requête oblige l'IA à relire toute la base de données de l'entreprise, la facture va être astronomique. En quelques jours, l'entreprise fait faillite, ouais. C'est d'ailleurs le mur sur lequel se fracassent beaucoup de projets IA en ce moment. C'est clair. Alors, comment y contourne ça, IA? Cela soulève une question importante. La puissance de calcul brut est très onéreuse, c'est un fait, mais la documentation d'Ayavaron révèle une optimisation cruciale, Laquelle? l'utilisation du contexte caching. La mise en cache du contexte, si tu préfères. C'est cette astuce d'ingénierie qui rend la technologie viable pour les PME. Il faut qu'on précise ce mécanisme pour bien mesurer l'impact économique. Comment ce cache empêche l'explosion des coûts, concrètement? Dans une interaction classique, si on veut que l'IA réponde
En tenant compte du manuel de procédure de 500 pages, on doit lui renvoyer ces 500 pages à chaque nouvelle question. Et donc on paie le prix fort pour l'analyse de ce volume énorme à chaque fois, ce qu'on appelle les prompt tokens. Exactement. Et ça, à chaque itération. Le context caching modifie complètement cette logique. On envoie le manuel à l'IA une seule fois, au début de la journée. Ah, ok. Et le modèle le garde en mémoire? Voilà, le modèle de Google le stocke dans une mémoire de travail temporaire, le fameux cache. Ensuite, pour toutes les questions posées par les employés, l'IA ne fait que piocher dans cette mémoire. Sans avoir à recalculer la compréhension globale du document à chaque fois. C'est ça. Et sur le plan de la facturation, les cache tokens coûtent une fraction infime du prix des tokens standards. C'est souvent 80% moins cher. Ah ouais, 80% d'économie, c'est colossal. L'entreprise peut donc avoir un assistant vocal omniprésent et hyper compétent sur son métier sans subir les coûts exorbitants du traitement initial continu. C'est un détail technique, mais qui change complètement le modèle d'affaires. Sans ce cache, c'est un gadget de milliardaire. Avec ça, ça devient un outil standard de production. Tout à fait. C'est ce qui démocratise l'accès à ces IA avancées. Très bien. Faisons le point. On a le prototype, on l'a transformé en MVP blindé avec Next.js, et on lui a greffé un cerveau économique avec Gemini. Sur le papier, c'est parfait. Mais la réalité du terrain, c'est souvent très différent. Bah oui, le lundi matin à 9 h, quand les 300 employés d'entreprise se connectent en même temps, c'est la redoutable phase de mise en production. Le crash test ultime. Comment on s'assure que cette belle mécanique ne s'effondre pas sous le poids de son propre succès? La source est très prolixe sur cette étape de scalabilité. La phase production ready, c'est vraiment le juge de paix. La documentation expose une stratégie de déploiement qui repose sur une délégation totale de l'infrastructure. Il mentionne le déploiement mondial via Vercel notamment. À Paris. Donc si un employé se connectait depuis Singapour, ces données devaient physiquement voyager à travers les câbles sous-marins jusqu'à Paris et revenir. Ce qui crée une latence énorme et des lenteurs insupportables. Vercel distribue automatiquement le code de l'application sur un réseau mondial de nœuds périphériques, le fameux Edge. Donc quand l'employé à Singapour se connecte, l'application s'exécute sur un serveur situé à Singapour, directement. Exactement. Le temps de réponse est foudroyant, peu importe la répartition géographique de l'entreprise. D'accord, pour l'application elle-même, mais la donnée brute. Je veux dire, les informations clients, les stocks, l'historique comptable, on ne peut pas juste les éparpiller n'importe comment aux quatre coins du globe. La sécurité et la stabilité des bases de données, c'est effectivement souvent le talon d'Achille des applications sur mesure. Alors, quelle est la solution proposée ici? La réponse apportée, c'est l'intégration de PostgreSQL couplée à Supabase. Supabase agit comme un back-end as a service. Ok, il encapsule la base de données PostgreSQL qui est un standard d'excellence reconnu. C'est ça. Et il y ajoute des couches de sécurité, d'authentification et de gestion des accès de niveau entreprise. Mais la vraie clé technique mentionnée pour gérer les pics de charge, c'est le connection pooling. Le connection pooling. Si j'essaie de rationaliser ça, c'est souvent là que les bases de données classiques s'étouffent, non? Ah oui, complètement. Quand des centaines de requêtes arrivent simultanément, elles tentent toutes d'ouvrir une connexion directe, ce qui épuise littéralement les ressources du serveur. À l'ouverture d'un restaurant gastronomique. J'aime bien cette métaphore, vas-y. Au lieu d'acheter le bâtiment, de gérer vous-même l'embauche des vigiles, de construire la plomberie et d'espérer que les cuisines ne prennent pas feu quand il y a du monde, on loue une infrastructure invisible mais surpuissante. C'est tout à fait ça. Supabase et Vercel, c'est ce personnel invisible. Et le connection pooling, c'est le maître d'hôtel ultra efficace à l'entrée. Il organise le flux des commandes à la milliseconde près pour que la cuisine ne panique jamais, même si 300 personnes passent la porte au même instant. L'entreprise ne gère plus du tout la tuyauterie. Elle se concentre uniquement sur son menu, c'est-à-dire son métier. C'est quand même un soulagement massif pour les dirigeants d'entreprise. L'idée du personnel invisible qui gère le chaos est très pertinente, mais il manque une dimension vitale à ton analogie. Ah ouais? Laquelle? L'élasticité. La cuisine de ce restaurant imaginaire ne fait pas que gérer les flux. Elle a la capacité de doubler de taille physiquement en un dixième de seconde si la demande explose. Et de rétrécir quand le service est terminé, j'imagine. Exactement. C'est cette élasticité qui libère totalement l'entreprise des contraintes matérielles. Et pour s'assurer que cette infrastructure ne serve pas à un plat avarié, si on garde ton analogie, la documentation intègre des tests automatisés E2E avec Playwright. Les tests E2E, donc end-to-end. De bout en haut. Comment ça se matérialise pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Playwright?
Il faut imaginer Playwright comme une flotte de milliers d'utilisateurs fantômes. Avant chaque mise à jour de l'application, ces robots invisibles parcourent l'outil de bout en bout. Ils cliquent sur chaque bouton, ils remplissent les formulaires et ils testent la connexion, c'est ça, hein? C'est ça, ils soumettent même des requêtes vocales pour vérifier que tout réagit comme prévu. Si la moindre fonctionnalité est cassée, la mise à jour est bloquée net. L'objectif, c'est qu'un employé humain ne soit jamais confronté à un bug critique en plein milieu de sa journée de travail. C'est la garantie qualité absolue. Et enfin, pour boucler sur l'architecture, la documentation souligne l'importance d'une approche modulaire. Elle mentionne FastAPI sur la plateforme Railway. FastAPI, c'est ce framework qui permet de coder en Python très rapidement. C'est souvent utilisé pour les algorithmes d'IA un peu lourds, non? Précisément. L'application principale est en TypeScript sur Next.js pour la rapidité et l'interface utilisateur. Mais si demain l'entreprise veut intégrer des modèles d'intelligence artificielle spécifiques et lourds qui tournent traditionnellement en Python, l'architecture est déjà prête. FastAPI permet de créer une porte dérobée ultra performante pour brancher ses futurs cerveaux spécialisés. Voilà, et ça sans avoir à restructurer toute l'application de base. C'est une conception fondamentalement tournée vers l'avenir. C'est une synthèse vraiment remarquable de ce que représente l'ingénierie moderne. On part d'une étincelle métier, on la matérialise instantanément grâce au vibe coding. On structure ensuite cette idée un peu sauvage avec la rigueur d'un Next.js et d'un TypeScript. On insuffle l'avis et la compréhension à l'outil via Gemini et son contexte caching salvateur financièrement. Et on confie l'intégrité, la vitesse globale et la sécurité aux géants de l'infrastructure comme Vercel et Supabase. L'entreprise de 2026 n'achète plus de serveurs physiques. Elle ne gère plus de crise technique à 3 heures du matin. C'est le passage d'une ère de possession technologique à une ère d'orchestration. Le rôle du concepteur s'est élevé. On n'a plus besoin d'être un maçon de la syntaxe informatique pour créer de la valeur. Non, on doit être un architecte des processus métiers. C'est ça le vrai talent aujourd'hui. Et cette réflexion sur le nouveau rôle de l'architecte nous mène vers une perspective qui clôture parfaitement notre exploration. Une perspective vertigineuse qui dépasse presque la documentation technique qu'on a analysée. Ah, je sens que tu vas nous amener sur un terrain philosophique. Presque, ouais. On a vu que le vibe coding permet à un concepteur humain d'utiliser l'IA pour générer le code. L'humain repère un problème et demande à l'IA de le coder. C'est le flux de travail standard, oui. Mais une fois l'application déployée, ces cerveaux Gemini observent en permanence les interactions. L'IA voit les requêtes des employés, elle repère les erreurs fréquentes et identifie les processus lents ou frustrants. Elle a accès à toutes les métriques d'utilisation en temps réel, en effet. Et donc on peut se demander à quel moment précis le paradigme va complètement s'inverser. Si l'application possède l'intelligence de comprendre qu'une interface ralentit les employés, et qu'elle possède par ailleurs, via le vibe coding, la capacité de générer, de tester du code. Tu veux dire qu'elle pourrait s'améliorer toute seule, l'IA? C'est la grande question. Quand est-ce que ces applications métiers commenceront à s'auto-analyser, à proposer, à coder et à déployer leurs propres correctifs ergonomiques pendant la nuit, sans aucune instruction ni aucune vibe humaine initiale? Le jour où l'outil deviendra son propre développeur et son propre testeur E2E, le rôle de l'humain ne sera plus de concevoir l'application. Non, ce sera simplement de lui donner le droit de muter. C'est une question qui redéfinit totalement notre rapport à la création d'outils. Une réflexion à méditer pour tous ceux qui nous écoutent. Une très belle conclusion pour notre plongée du jour.